Bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci beaucoup à la Commission du Congrès infirmier de me permettre de parler de prise en charge hémodynamique du choc septique à travers cette question. Quelle catécholamine choisir? Et pour les impatients, ma proposition de réponse est quelque part cachée sur cette première diapositive. Alors, mon intervention ne comporte pas de conflit d'intérêt. Tout d'abord, il faut savoir que le choix d'une catécholamine il ne se fait pas sans une connaissance des anomalies hémodynamiques présentes. Et vous savez qu'il y a 3 anomalies hémodynamiques au cours des états de choc, qui sont l'hypovolémie, la vasoplégie et puis la dépression myocardique. Alors, pour comprendre ce qu'on attend d'une catécholamine vis-à-vis de la résolution de ces anomalies hémodynamiques, il faut revenir sur quelques principes physiologiques. Voilà la circulation cardio-pulmonaire avec en série l'oreillette droite, le ventricule droit, la circulation pulmonaire, l'oreillette gauche, le ventricule gauche, l'aorte, et puis une des nombreuses circulations régionales, ça pourrait être la circulation mésentérique, ça pourrait être la circulation rénale. Donc vous savez que le sang arrive oxygéné au cœur, qu'il est éjecté par le cœur et que cette éjection produit une montée de pression artérielle de sa valeur diastolique vers sa valeur systolique. Et puis vous savez qu'au niveau des circulations régionales, il va y avoir une extraction de l'oxygène et que le sang va donc retourner désoxygéné vers le cœur droit pour être de nouveau oxygéné dans le capillaire pulmonaire. Donc s'il existe une hypovolémie, la quantité de sang qui retourne au cœur est diminuée. Donc la quantité de sang qui va être éjectée par le cœur est également diminuée. Et c'est ce qui provoque, au cours d'une hypovolémie, la chute de pression artérielle de la valeur systolique notamment. S'il existe une vasoplégie, c'est là tout à fait différent. C'est une vasodilatation du réseau vasculaire, et notamment artériolaire, et cette vasodilatation artériolaire va provoquer une chute de pression artérielle, essentiellement diastolique. Et puis enfin, s'il existe une dépression myocardique, là, c'est le défaut de contractilité de la pompe cardiaque qui produit une éjection diminuée, et cette éjection diminuée provoque une chute de la pression artérielle, essentiellement systolique. Donc dès lors qu'on sait ça, on peut dire que dès lors que chacune des anomalies hémodynamiques est identifiée, le choix paraît tout à fait simple. S'il existe une hypovolémie, le traitement ne repose pas sur les catécholamines, ne repose sur un remplissage vasculaire. S'il existe un trouble de la contractilité, une dépression myocardique, le traitement repose sur une catécholamine inotrope. Et puis, s'il existe une vasoplégie, le traitement repose sur une catécholamine vasoconstrictrice. Alors, c'est d'autant plus simple que chaque type de choc présente des particularités hémodynamiques. Et si on veut être caricatural, on va dire qu'au cours du choc hypovolémique, il n'y a pas de dépression myocardique, il n'y a pas de vasoplégie, il y a une hypovolémie, donc pas de nécessité de catécholamine. Au cours du choc septique, il existe essentiellement une vasoplégie, donc on va utiliser une catécholamine vasoconstrictrice. Au cours du choc cardiogénique, il existe une dépression myocardique et on va donc utiliser une catécholamine inotrope. Alors, cependant, on pourrait s'arrêter là, mais évidemment, il va falloir aller plus loin parce que ce n'est pas aussi simple, puisqu'on sait qu'au cours de chaque type de choc, il y a des particularités hémodynamiques, certes, mais elles ne sont pas caricaturales. Ce qui signifie qu'en fait, au cours du choc hypovolémique, on peut avoir un peu de vasoplégie. Au cours du choc septique, il y a par nature de l'hypovolémie et souvent, en tout cas dans quelques cas, une dépression myocardique. Et puis au cours du choc cardiogénique, il peut y avoir de l'hypovolémie, il peut y avoir, notamment dans les chocs prolongés, de la vasoplégie. Donc, première difficulté. La deuxième difficulté, elle repose dans le fait que, c'est ce qu'on a vu, et là c'est encore une présentation un peu caricaturale, mais en tout cas, les propriétés des catécholamines ne sont pas univoques, et donc la noradrénaline, elle a surtout un effet vasoconstricteur, on l'a vu, mais elle a également un petit effet inotrope. La dopamine, ça dépend beaucoup de la dose, elle a un effet vasoconstricteur à des doses élevées et un effet inotrope à des doses moindres. L'adrénaline,
a un effet vasoconstricteur puissant, un effet vasodilatateur également, mais c'est semble-t-il surtout l'effet vasoconstricteur qui l'emporte, mais l'adrénaline a également un effet inotrope. La dobutamine, eh bien, c'est surtout un inotrope, elle a un effet vasoconstricteur sur les récepteurs alpha, vasodilatateur sur les récepteurs bêta-2, et ces deux effets semblent plutôt s'équilibrer, donc c'est essentiellement une catécholamine inotrope. Et puis, c'est d'autant plus compliqué, et ça c'était le propos de la présentation précédente, que les effets secondaires sont probablement différents d'une catécholamine à l'autre. Alors la question reste entière, quelle catécholamine choisir? Eh bien d'abord, s'il existe une hypovolémie, donc difficulté, diminution du retour veineux, le traitement, on l'a dit, il ne repose pas sur une catécholamine, mais repose sur un remplissage vasculaire. Bien, cependant, associé au remplissage, l'administration d'un vasopresseur en cas d'hypovolémie peut être discutée. Pourquoi? Pour corriger plus rapidement une hypotension artérielle que ne le ferait le simple remplissage vasculaire, et puis aussi pour augmenter, ça peut vous paraître paradoxal, mais pour augmenter le retour veineux. Pourquoi une catécholamine peut augmenter le retour veineux? Bien parce que si cette catécholamine est vasoconstrictrice, la vasoconstriction du territoire veineux va permettre de mobiliser du sang contenu dans ce territoire veineux et de chasser ce sang vers le cœur, et va donc augmenter le retour veineux au cœur. On va donc utiliser, en cas d'hypovolémie, un vasoconstricteur pour augmenter le retour veineux. C'est quelque chose qui a été montré au cours du choc hémorragique et c'est une propriété qui a été également démontrée au cours du choc septique. Et d'ailleurs, il y a des recommandations au cours du choc septique. Par exemple, les recommandations de la conférence de consensus commune de 2008 sur la prise en charge hémodynamique du choc septique, qui montrait que au cours du choc septique, l'urgence était bien au remplissage vasculaire, mais que lorsque l'hypotension était profonde, eh bien, une catécholamine, un agent vasopresseur, devait être employé. Et c'est une notion qui apparaît dans la dernière version de ces recommandations internationales, la Surviving Sepsis Campaign, qui aussi montre l'utilité des vasopresseurs en regard du remplissage vasculaire chez les patients très sévèrement hypotendus. Alors, s'il existe une vasoplégie, là, le traitement repose sur l'administration d'un vasopresseur, c'est certain, dont le premier objectif, c'est d'améliorer la perfusion des organes. Pourquoi? Eh bien, il faut savoir que la perfusion des organes dépend de la pression artérielle moyenne, et la relation entre la pression artérielle et le débit de perfusion des organes, c'est celle-ci. Ce qui signifie que dans un range de pression artérielle moyenne, il n'y a pas de différence de perfusion des organes. Donc, si on diminue la pression artérielle moyenne, dans ce range-là, il n'y a pas de diminution de perfusion. Cependant, en dessous d'un seuil, un seuil critique, une diminution de la pression artérielle moyenne va entraîner une diminution du débit de perfusion. Donc il faut augmenter la pression artérielle moyenne en cas de vasoplégie, et il faut l'augmenter avec une cible qui, de manière classique, c'est aujourd'hui un peu discuté, se situe aux alentours de 65 mm de mercure. Vous voyez dans cette étude, par exemple, les auteurs augmentaient la dose de noradrénaline à 150 puis 200% de la dose initiale, de sorte d'avoir pour cible des pressions artérielles moyennes différentes, 65, 75, 85 mm de mercure. Qu'est-ce qu'on observait? Eh bien, on observait que la perfusion des organes, qu'on pouvait mesurer par le débit urinaire, par la lactatémie, par différents indices qui mesurent la perfusion des organes, n'était pas modifiée de manière significative, et donc 65 mm de mercure semblait suffire pour ces patients. C'est vrai pour la majorité des patients, même si ça peut être discuté pour des patients éventuellement âgés et hypertendus. Alors en utilisant quelle molécule? Et là on vient au cœur du sujet. Eh bien, en utilisant la noradrénaline. La noradrénaline, c'est effectivement ce qui est proposé aujourd'hui en première intention en cas de vasoplégie, notamment au cours du choc septique, avec des recommandations fortes pour utiliser la noradrénaline en première intention au cours du choc septique. Pourquoi la noradrénaline? D'abord parce que la dopamine, c'est peut-être délétère,
Et on a pour cela une étude qui est une grande étude observationnelle, une étude de cohorte. Il y a plus de 1000 patients qui ont été analysés et on regardait chez ces patients le pronostic, ce qui déterminait le pronostic de ces patients en état de choc. Et on voit dans une analyse qu'on appelle une analyse multivariée que l'administration de dopamine était associée à une surmortalité. De manière indépendante, la dopamine entraînait une surmortalité lorsque les patients étaient choqués et notamment lorsque les patients présentaient un état de choc septique. Donc la dopamine est peut-être délétère. Ensuite, la noradrénaline, c'est peut-être plus puissant que la dopamine. Et donc pour ça, on a cette étude un peu ancienne de Claude Martin, 32 patients en choc septique. Ils étaient randomisés pour recevoir soit de la dopamine, soit de la noradrénaline. L'objectif, c'est d'avoir une pression artérielle moyenne, vous voyez, un peu élevée, autour de 80 mm de mercure. Et on considérait que la catécholamine aboutissait à un succès lorsqu'on observait une augmentation du débit urinaire ou lorsqu'on observait une diminution du taux de lactate. Donc les patients ont reçu soit de la dopamine, soit de la noradrénaline. Avec la dopamine, eh bien, il y a 5 succès et 11 échecs, donc beaucoup d'échecs avec la dopamine sur cet objectif, tandis qu'avec la noradrénaline, 15 succès chez 16 patients et un seul échec. Et lorsqu'on associait chez les patients qui avaient échoué à l'administration de dopamine de la noradrénaline, eh bien on observait dans 10 cas sur 11, de nouveau, un succès sur l'augmentation du débit urinaire, la diminution de la lactatémie. Donc la noradrénaline est sans doute plus puissante. Et dans cette étude de Bruno Lévy, on observait des résultats qui étaient aussi intéressants. On avait 110 patients en état de choc septique. Ils recevaient de la dopamine en première intention avec un objectif de pression artérielle moyenne de 70 mm de mercure. 40% étaient sensibles à la dopamine, 60% étaient résistants à la dopamine. Et on voit, c'est une notion un peu différente, mais qui est intéressante à noter, que lorsque les patients étaient sensibles à la dopamine, eh bien, ils mouraient moins, mortalité de 16%, que lorsqu'ils étaient résistants à la dopamine, la mortalité de 79%. Et donc on a ces fameuses courbes de survie actuarielle où vous voyez la proportion de patients survivants en fonction des jours. Et vous voyez que quand les patients sont sensibles à la dopamine, eh bien, ils survivent plus que lorsqu'ils sont résistants à la dopamine. C'est une autre notion, mais c'est intéressant. Donc, en utilisant la noradrénaline, certainement, mais qui reste quand même critiquée. Ça reste critiqué parce que c'est essentiellement vasoconstricteur, la noradrénaline, et donc il y a 2 risques qui sont toujours cités. Le premier risque, c'est de compromettre le fonctionnement du cœur. Pourquoi ? Eh bien parce que si le cœur doit éjecter contre un réseau vasculaire qui est vasoconstricté, le cœur va avoir des difficultés, il y a une résistance à l'éjection du cœur, il y a une augmentation de ce qu'on appelle la post-charge cardiaque. Cette résistance à l'éjection du cœur est souvent citée. Est-ce qu'elle existe ? Vous vous souvenez de cette étude où on augmentait la noradrénaline. Augmentant la noradrénaline, on augmentait les résistances. Et pourtant, l'index cardiaque augmentait lui aussi de manière significative. Donc, il est possible, peut-être parce que la noradrénaline a un effet inotrope positif modeste, mais qui existe, eh bien, le cœur ne se retrouve pas en difficulté pour éjecter alors qu'il y a une vasoconstriction. Donc il y a plusieurs études qui ont montré qu'en fait, sous noradrénaline, le débit cardiaque n'était pas altéré, il était inchangé. Surtout des études où le débit cardiaque était normal avant de mettre la noradrénaline. Et lorsque le débit cardiaque est bas avant de mettre de la noradrénaline, eh bien, on observe sous noradrénaline une augmentation du débit cardiaque. Donc il est possible que cette crainte ne soit pas tout à fait avérée parce que la noradrénaline exerce certes un effet vasoconstricteur, mais aussi un effet inotrope. Et puis le deuxième risque, c'est de compromettre la perfusion des tissus. Pourquoi est-ce qu'on peut compromettre la perfusion des tissus avec de la noradrénaline ? Eh bien parce que certes, on va augmenter la pression artérielle moyenne et donc augmenter la perfusion des tissus, mais en même temps, en vasoconstrictant, on va altérer cette même perfusion. Alors est-ce que c'est vrai ? Donc ça, c'est une étude qui cherchait à mesurer la microcirculation, vraiment la circulation régionale, par une méthode sur laquelle je ne vais pas m'étendre, qui est la méthode NIRS. On mesurait avant et après noradrénaline l'oxygénation tissulaire et puis ce qu'on appelle la pente de reperfusion de la STO2 qui mesure un peu le recrutement des vaisseaux.
Et donc on voit que chez la majorité des patients, tout cela a augmenté. Donc malgré la vasoconstriction, eh bien, il y avait une amélioration de la microcirculation. C'est vrai chez la plupart des patients, mais vous voyez quand même qu'en regardant les valeurs individuelles, il y a certains patients chez qui la microcirculation diminue. Et il y a plusieurs études qui après ont montré qu'il y avait effectivement une variabilité individuelle. Donc peut-être une crainte qui persiste autour de la noradrénaline. Alors, malgré ces craintes, est-ce qu'on doit utiliser la noradrénaline? Est-ce que ça a une influence sur le pronostic des patients? Eh bien, il y a cette grande étude qui est menée par Daniel Debacker qui randomisait les patients pour recevoir soit de la dopamine, soit de la noradrénaline. Est-ce que ça a une influence sur leur pronostic? Vous voyez que non. Quand on regarde la proportion de survivants en fonction de noradrénaline ou dopamine, eh bien, il n'y a pas de différence de survie entre les deux groupes. Et si on regarde les effets secondaires, il n'y a pas plus d'ischémie avec la noradrénaline, ce qu'on pouvait éventuellement craindre. Par contre, avec la dopamine, beaucoup plus d'effets secondaires rythmiques, beaucoup plus de fibrillation auriculaire, de tachycardie ventriculaire, de fibrillation ventriculaire. Et tous ces résultats ont amené au fait que dans ce groupe dopamine, des patients ont dû recevoir finalement de la noradrénaline, et c'est des résultats qui plaidaient plutôt pour l'utilisation de la noradrénaline que de la dopamine au cours du choc septique, et c'est les éléments qui sont dans les recommandations actuelles. La noradrénaline doit être utilisée comme premier traitement. La dopamine, c'est une alternative éventuellement chez les patients bradycardes puisque c'est tachycardisant. Alors, à côté de ça, est-ce qu'il y a d'autres molécules? Il y a l'adrénaline. Et donc là, vous avez une étude qui compare adrénaline et noradrénaline chez les patients en état de choc, qui sont randomisés pour recevoir adrénaline ou noradrénaline. Est-ce que l'adrénaline fait mieux? En tout cas, la pression artérielle, l'objectif de pression artérielle est atteint dans les mêmes délais. On n'atteint pas plus rapidement notre objectif de pression artérielle moyenne avec l'adrénaline. Par contre, avec l'adrénaline, on a un peu plus de tachycardie et puis on a un peu plus d'hyperlactatémie. Et ça, on en a parlé précédemment, mais cette hyperlactatémie sous adrénaline, elle est retrouvée dans de nombreuses études. Elle n'est peut-être pas délétère en soi, elle signe peut-être pas une souffrance de la cellule, mais elle peut gêner le suivi des patients. Vous savez que les patients en état de choc, on suit l'efficacité de notre traitement sur le dosage du lactate. Si la molécule, la catécholamine, entraîne en soi une hyperlactatémie, elle peut gêner le suivi de ces patients. Et donc, ce sont des résultats modestes, mais qui plaident plutôt pour l'utilisation de la noradrénaline que de l'adrénaline. Et là encore, dans les recommandations internationales, l'adrénaline est présentée comme un traitement de second choix, lorsqu'avec la noradrénaline, par exemple, on n'a pas obtenu notre objectif de pression artérielle moyenne. Alors, en dehors de ça, dans les catécholamines, il n'y a pas d'autres médicaments qui soient vraiment vasopresseurs. Par contre, en dehors des catécholamines, il y a la vasopressine. Ce n'est pas une catécholamine, donc on sort un peu du sujet, mais c'est une hormone hypophysaire. On sait qu'au cours du choc septique, il y a une sorte de déplétion en vasopressine. Les patients en choc septique ont des taux de vasopressine qui sont beaucoup plus bas que, par exemple, au cours du choc cardiogénique. Mais c'est un vasopresseur pur, cette fois. Alors, à la différence de la noradrénaline, il n'exerce pas d'effet inotrope. Donc il risque de compromettre le fonctionnement cardiaque, il risque de compromettre la perfusion des tissus. On a cette étude où les patients recevaient soit de la noradrénaline, soit de la vasopressine. Il n'y avait pas de différence en termes de mortalité, pas de différence en termes d'effets secondaires. Peut-être un bénéfice, on en a parlé avant, chez les patients les moins sévères. Et ces résultats n'ont pour autant pas abouti à l'idée que la vasopressine devait être utilisée chez ces patients. Et c'est aussi là un traitement qui est proposé en deuxième intention dans les recommandations. Alors la troisième partie, s'il existe une dépression myocardique, ça peut justifier un traitement inotrope uniquement lorsqu'il y a un trouble de la contractilité cardiaque, et là pas tout le temps, mais lorsque ce trouble de la contractilité cardiaque est associé à des signes d'insuffisance circulatoire, une hyperlactatémie, une insuffisance rénale, et à une diminution de la SVO2. Pourquoi la SVO2? Vous savez que le sang arrive saturé, on l'a dit, dans les perfusions régionales, qu'il y a une extraction de l'oxygène et que le sang retourne désaturé avec une saturation égale à la SVO2. La SVO2, c'est donc la saturation moins la quantité extraite, moins l'extraction. Et l'extraction, ça reflète le rapport entre ce qui est consommé et ce qui est transporté. Et le transport, c'est essentiellement le débit cardiaque qui le produit. Donc on voit qu'une SVO2 basse, ça incite à augmenter le transport.
Et une SVO2 basse, ça incite donc à augmenter le débit cardiaque. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on veut utiliser un traitement qui va augmenter le débit cardiaque comme un inotrope, on va beaucoup se fier aux résultats, aux chiffres de SVO2. Alors le traitement inotrope, roi, c'est la dopamine, c'est véritablement un inotrope. Est-ce qu'il y a des alternatives parmi les catécholamines? Pas vraiment, en dehors des catécholamines, le lévocimodant, mais ce n'est pas une catécholamine, c'est un sensibilisateur calcique, c'est un effet inotrope, mais c'est aussi vasodilatateur. Il y a une étude qui l'a comparé à la dobutamine, mais les patients étaient peu sévères, ils étaient peu choqués, il n'y avait pas de différence en termes de mortalité. Donc, en cas de dépression myocardique, avec insuffisance circulatoire, avec une basse SVO2, on utilise un inotrope. Il faut savoir cependant que la dépression myocardique, elle est rarement isolée et souvent, elle s'associe dans le choc cardiogénique, dans le choc septique, à une vasoplégie. Donc on peut utiliser éventuellement des médicaments qui sont à la fois inotropes et vasoconstricteurs. Alors au cours du choc cardiogénique, ça a été testé, une étude qui compare dopamine et noradrénaline. Cette étude, on l'a vu tout à l'heure, chez les patients qui étaient en choc cardiogénique, il y avait un intérêt à la noradrénaline en comparaison à la dopamine au cours du choc cardiogénique. Et c'est la raison pour laquelle, petit à petit, la noradrénaline prend une place dans le traitement du choc cardiogénique parce que c'est également un traitement inotrope qu'on peut utiliser seul ou associé à un traitement inotrope. Mais il faut bien admettre que sa noradrénaline n'a jamais été comparée dans le choc cardiogénique à dobutamine. Et puis en dehors du choc cardiogénique, c'est le choc septique, c'est des études qu'on a vues. On peut associer un vasoconstricteur, la noradrénaline, à un inotrope, la dobutamine, et le comparer à l'adrénaline qui fait les deux. Et donc ça, vous avez par exemple les résultats de cette étude qui ne montraient pas de différence à 90 jours, mais quand on regarde un petit peu plus tôt, il y a une différence significative, il y a une différence possible quand on regarde les choses de manière un peu plus précoce. Et on voit que pour des résultats similaires en termes de pression artérielle moyenne, là encore, l'adrénaline entraînait plus d'acidose et l'adrénaline entraînait plus d'hyperlactatémie. Et donc aboutissant au fait que dans le choc septique, on recommande plutôt la dobutamine associée à un vasopresseur comme la noradrénaline plutôt que l'adrénaline. Donc, pour conclure, quelle catécholamine choisir? Ça dépend de l'anomalie hémodynamique qui est connue et suspectée. En cas d'hypovolémie, comme le choc hypovolémique qu'on retrouve au cours du choc septique, le traitement ne repose pas habituellement sur une catécholamine, mais sur un remplissage vasculaire. Donc, on utilise parfois un vasopresseur si l'hypotension est sévère. Et la molécule, ça sera surtout la noradrénaline, celle qu'on utilise au cours de la vasoplégie. Au cours de la vasoplégie qu'on trouve dans le choc septique, parfois dans le choc cardiogénique, parfois dans le choc hypovolémique, on utilise un vasopresseur lorsque notamment la pression artérielle diastolique est basse, et c'est surtout la noradrénaline. Et puis au cours de la dépression myocardique, comme dans le choc cardiogénique et comme dans certains chocs septiques, on utilise un inotrope. On utilise s'il y a un trouble de la contractilité, une hyperlactatémie et une SCVO2 basse. Et la molécule, c'est surtout la dobutamine. Mais il faut savoir que dans cette indication, la noradrénaline prend progressivement une certaine place. Je vous remercie.